Chers abonnés, rebonsoir et toutes mes excuses pour ce désagrément technique qui a fait de telle sorte que je puisse interrompre parce que soucieux du fait que vous puissiez me suivre dans de meilleures conditions et que je ne sois pas moi-même déstabilisé, constatant qu'il y a quelques petits flottements au niveau de la connexion. Ceci étant, je reviens donc à mon introduction où j'ai adressé tout de suite mes condoléances à tout le peuple burkinabé tristement attaqué, moralement affaibli suite à ces confrontations, à ces affrontements intercommunautaires qui en sont résultés au moins 47 morts selon le bilan officiel. Et j'ai eu à saluer en introduction la spontanéité et surtout la présence du chef d'État burkinabé, M. Kaboré, qui est allé au chevet des victimes. Et par contre, j'ai tout au moins signalé l'indifférence de M. Idriss Déby, qui, pour le même cas, n'a pas bougé le moindre doigt, préférant rester dans son beau palais climatisé, tout comme M. Biya, au moment où le Cameroun traverse des moments difficiles, continue toujours la fête. Les seuls instants où on le voit, c'est toujours quand il faut couper un gâteau d'anniversaire, au moment où il faut célébrer. Et pourtant, le Cameroun est à feu et à sang depuis pratiquement 2014, lorsqu'il est parti déclarer la guerre contre Boko Haram, et qu'aujourd'hui, les soldats camerounais se sentent abandonnés, tout comme les populations. Aussi, au niveau du nord-ouest, du sud-ouest, c'est le même triste sort auquel les populations sont livrées, y compris son armée, qui, faut-il le dire, manque de moyens, manque parfois de munitions, manque parfois de rations alimentaires, et pourtant, le chef d'État camerounais n'est jamais parti une seule fois dans ces régions pour réconforter ceux-là qui se battent au niveau du front et toutes ces familles qui vivent dans des brousses et toutes ces familles qui sont terriblement endeuillées au point où les cadavres des militaires sont actuellement emballés dans de simples draps parce qu'il n'y a même plus de cercueil. Comment donc on peut expliquer que pendant que les militaires qui se battent pour le Cameroun n'ont pas de rations alimentaires, n'ont pas de gilets pare-balles, sont totalement attaqués, qu'en même temps, on organise des fêtes dans la République. Et depuis quelques jours, c'est la grande fiesta et demain, ce sera l'apothéose. L'apothéose parce que les ministres ont reçu des sommes d'argent faramineuses pour organiser des grandes messes, des grandes kermesses, la grande apothéose avec leur installation pour leur nouveau poste. On attendait un coup de pied dans la fourmilière, on attendait un remaniement après l'échec de la CAN, mais que non, M. Paul Biya, bien au contraire, a eu à récompenser tous ceux qui ont échoué. Et le Cameroun vient de battre un record mondial en ce qui concerne un remaniement ou un gouvernement pléthorique avec 70 ministres. Nous étions à 66 ministres. Mais à partir de demain, c'est 70 ministres qui seront installés au Cameroun par M. Biya, alors que la Banque mondiale, le FMI, demande au Cameroun de faire des économies et que les caisses de l'État sont totalement vides. Et quand on essaie de regarder ces ministres, rien qu'au niveau de la présidence de la République, vous vous retrouvez avec 2 ministres, secrétaire général à la présidence, 2 ministres du cabinet civil, vous vous retrouvez avec 5 ministres chargés de mission à la présidence de la République,
5 ministres qui sont aussi des ministres délégués à la présidence de la République. Donc, quand vous faites l'addition, ça fait déjà rien que pour la présidence de la République. 14 ministres. Vous vous rendez compte? L'Allemagne, la première puissance européenne, ne compte que 15 ministres. Et Angela Merkel a même encore resserré l'équipe pour 8 ministres. Je dis bien 8 ministres pour une population de plus de 80 millions d'habitants. Et le Cameroun, qui a 23 millions d'habitants, compte actuellement 70 ministres. Et sur ces 70 ministres, vous avez 34 ministres blancs, vous avez des ministres délégués, vous avez des secrétaires d'État, vous avez le Premier ministre, vous avez tout ce monde qui, faut-il le dire, coûte extrêmement cher à l'État. Vous vous rendez compte? La première puissance mondiale, les États-Unis, ont 21 ministres. Regardez, par exemple, le plus grand pays qui compte le plus grand nombre d'habitants, la Chine. La Chine a 1 milliard 450 millions d'habitants. Mais il y a combien de ministres en Chine? 28 ministres. Regardez, par exemple, l'Inde. L'Inde a 1 milliard 200 millions d'habitants. Mais l'Inde compte combien de ministres? 41 ministres. On part, par exemple, dans des gouvernements qui peuvent même être pléthoriques. Par exemple, l'Europe. En Europe, le pays qui compte plus de ministres, c'est la France. La France, c'est 22 ministres. Mais c'est une population de 67 millions d'habitants. Mais le Cameroun, 23 millions d'habitants. Pays pauvre et très endetté, compte 70 ministres, record mondial. Et le pire, c'est que ces ministres sont au pouvoir ou sont dans le gouvernement depuis pratiquement 36 ans. Depuis que Paul Biya est là, ils tournent comme des pions, ils sortent, ils entrent, ils changent de chaise, on fait, celui-ci va à gauche, l'autre va à droite, celui-ci quitte la gauche, il va à droite. Lorsque vous regardez un ministre comme le professeur Jacques Famondongo, dans sa vidéo qui est devenue virale sur Internet, il parle en boulot pour dire, le père m'a appelé pour me dire, mon fils, tu travailles très très bien, c'est pour cela que je te récompense. Il parle de récompense. Mais si on regarde M. Jacques Famondongo, qui est ministre, qui est passé ministre d'État de l'enseignement supérieur, quand on regarde son bilan, c'est d'abord ahurissant. Dire que Paul Biya est son père, son créateur, un vieux monsieur né en 1950, il trouve que Paul Biya est son créateur et non Dieu. Et Famondongo, il est entré à la présidence de la République, certes avec la bénédiction de Paul Biya en 1984. Il devient justement, toujours dans ses multiples postes que Paul Biya donne, un ministre chargé de mission. 184. Après, Paul Biya l'envoie à l'université de Yaoundé. Il va à l'université de Yaoundé qui justement est un laboratoire où on fabrique toujours des ministres pour formater non seulement des étudiants, mais après, ils reviennent. Donc, après avoir été à la présidence de la République, il va faire 2 ans à l'université de Yaoundé 1. Et on le nomme ministre de la communication en 2000. De 2000, donc, il a été à la présidence de la République. Je dis bien, à la présidence de la République. Famondongo a passé à la présidence de la République 14 ans et 3 mois avant de partir à l'université. Et qui de là, il revient encore dans le gouvernement, où cette fois-ci, il est ministre
de la communication en l'an 2000. Et étant en l'an 2000, Famou Ndongo va commettre les gaffes les plus incroyables. Puisque Famou Ndongo est le premier au Cameroun à faire ce qu'on appelle les marchés de gré à gré. Parce qu'en effet, le scandale sur le satellite, c'est-à-dire la CRTV, devait être arrimé sur satellite. C'est Jacques Famou Ndongo qui, à la fois ministre de la Communication, président du conseil d'administration de la Cameroun Radio and Television, qui va initier ce projet. Il va voir Paul Biya en lui disant, eh bien, le projet coûte 8 milliards de francs CFA pour mettre la CRTV sur satellite. Et je vous dis bien que parce que le Cameroun devait accueillir un grand événement qui était, bien sûr, pour la première fois, c'était le sommet France-Afrique. Donc, Jacques Famou Ndongo dit, comme le Cameroun abrite le sommet France-Afrique en janvier 2001, nous allons mettre la CRTV sur satellite, il nous fait un ramadan médiatique, nous vante le projet. Le projet est à 8 milliards. Paul Biya signe. Donc, ce que Jacques Famou Ndongo fait, au lieu d'un appel d'offres, il va faire un marché de gré à gré avec la société MDS. La société MDS est une société qui est montée par Eugène Akamofo, fils de ministre, pour mettre la CRTV sur satellite. On arrive ici à Paris, au lieu de prendre un matériel adapté et tout, ils se sont mis à aller ramasser des pièces détachées, des téléphones en allant en Allemagne prendre des épaves qui d'ailleurs étaient stockées derrière la CRTV. Le projet échoue. La CRTV n'est pas sur satellite. Tout le monde attend à ce qu'on arrête Famou Ndongo, qu'on le jette en prison pour ces 8 milliards qui sont partis en fumée avec preuve à l'appui. Jacques Famou Ndongo est convoqué par les services du tribunal criminel spécial. Mais finalement, au lieu d'aller répondre, il écrit plutôt au chef de l'État, Paul Biya, en lui disant que voilà, je vous informe que par rapport à ceci, et Paul Biya le couvre. Au lieu que Famou Ndongo se retrouve donc en prison, c'est finalement qui? La seule personne qui a payé dans l'affaire, c'est le professeur Gervais Mbosé. Ça date de 2001. Parce qu'il est ministre de la Communication de 2000 à 2004. Et en 2001, il fait tout ça et toutes ces magouilles. On le laisse. En 2004, on prend le professeur Jacques Famou Ndongo. On le balance à l'enseignement supérieur. Ministre de l'enseignement supérieur. Après ces gaffes-là. Et vous vous rendez compte, depuis 15 ans bientôt, le ministre Jacques Famou Ndongo occupe ce poste et il est promu ministre de l'État. Ministre de l'État alors que le scandale des ordinateurs, c'est-à-dire qu'il est parti acheter des tablettes à 300 000 francs CFA en Chine, ce qui a coûté à l'État camerounais près de 500 milliards, voire plus, parce que l'avoise est illimitée dans cette affaire. On s'attendait à ce que Jacques Famou Ndongo soit directement éprouvé, soit directement envoyé à la prison, mais non, il est plutôt promu ministre d'État. Et qu'est-ce que, lorsque Jacques Famou Ndongo dit que le chef de l'État l'a félicité pour son bon travail, regardez, le Cameroun était un chien. C'était les puissants de la formation. C'était l'endroit où les gens venaient se jardiner, se ressourcer. Parce que, ne serait-ce que l'université de Yaoundé était ce qu'on pouvait dire, le jardin qui pouvait sortir les vrais étudiants avec des bons diplômes en Afrique centrale. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit le classement des universités africaines, les meilleures, l'université de Yaoundé, qui est la première à être classée pour le Cameroun,
occupe la 132e place. 132e place. Comment? Alors que nous avons le professeur Jacques Famondongo. Avec Jacques Famondongo, Mediapart a révélé le scandale des lyriques où les concours sont achetés. Avec Jacques Famondongo, on a vu qu'un major de l'ENAM, c'est-à-dire que l'on forme la crème de la crème, était en mort. Avec Jacques Famondongo, tous les concours sont devenus payants. Avec Jacques Famondongo, les nominations dans les départements, c'est les cousins, c'est les amis, c'est des frères, c'est des gens venant des endroits incroyables. Comment pouvons-nous donc continuer à croire à la méritocratie lorsqu'il y a un tel favoritisme, lorsqu'il y a un tel échec? C'est pour ça que je dis, voilà Jacques Famondongo, l'incarnation de l'échec. La preuve, ce gouvernement ne veut pas la méritocratie. Vous avez de l'autre côté un monsieur qui est Laurent Messo. Mais Laurent Messo, qui est ministre de la Justice, qui est aussi ministre d'État, qu'a-t-il fait pour être reconduit? Mais Laurent Messo, vous vous rendez compte, il est dans le gouvernement depuis 1982. Dès que Paul Biya est arrivé au pouvoir, il a pris au secrétariat général à la présidence de la République. Du secrétariat général à la présidence de la République, il y est resté jusqu'à ce qu'il soit fait ministre d'État. Aujourd'hui, il est ministre de la Justice. Mais Laurent Messo est devenu ministre de la Justice depuis 1996. De 1996 à 2000. Il était déjà ministre de la Justice. Après, Paul Biya l'a déplacé, a fait de lui ministre de la Santé, ministre de la Défense, ministre de la Relation extérieure, puis encore ministre de la Justice. Le même individu. Et pourtant, le même individu qui est ministre de la Justice est un grand brigand. Puisque lui-même, il est impliqué dans plusieurs opérations de détournement. Quand on parle de l'affaire Albatros, c'est-à-dire les détournements qui a eu sur l'avion présidentiel, qui est le cerveau de ce gang? C'est bien Laurent Messo. Mais qui est-ce qu'on a finalement pris? On a pris les Marafa Midou Yaya, on a pris les Atan Mabara, mais lui, il est resté. Laurent Messo. Lorsqu'on essaie de voir le scandale qu'il y a eu au niveau de la CDE, c'est-à-dire la Camerounaise des eaux, qui est à la tête de ce grand braquage, qui est parti constituer cette société fictive au Maroc pour détourner l'argent, c'est bien Laurent Messo. Mais on a pris que Atamnakuna, on a pris le William Solo, ainsi de suite, tout comme Jacques Famondongo dans les scandales de l'enseignement supérieur. On a préféré prendre qui? Uniquement Dieudonné Oyono. Alors que c'est Famondongo qui était un cerveau. Comment est-ce qu'on peut prendre les gens qui sont à côté et on laisse les cerveaux? Cela veut dire que Paul Biya est dans la logique qu'il garde des chefs de gang et il liquide les autres, les petits bandits qui sont sacrifiés pour qu'ils puissent satisfaire le peuple, pour qu'ils puissent livrer comme ça un spectacle théâtral, pour que les gens applaudissent, croyant qu'il a puni. C'est l'impunité totale. C'est un régime qui a décidé de massacrer le Cameroun. Et quand vous regardez ce qu'a déjà fait Laurent Messo dans ce pays, et qu'il continue à faire depuis 1982, quelqu'un est ministre. Il n'y a personne d'autre au Cameroun, il n'y a aucun autre magistrat. Mais c'est hallucinant. Un pays de 22 millions d'habitants.
Un pays où nous avons des enseignants qui sont ici en France, qui enseignent à Sciences Po, qui sont dans les cours internationaux de justice, et il n'y a que Laurent Lesso. Mais est-ce ça la compétence? Qu'a-t-il déjà fait? Qu'a-t-il prouvé? Lorsqu'il n'est que dans des magouilles, lorsqu'il n'est que dans des affaires de faux et usage de faux, lorsqu'il n'est que dans des affaires de crimes organisés, puisqu'on sait très bien que c'est lui qui a assassiné le docteur Charles Atebayene. C'est lui qui est le commanditaire du meurtre de Bibi Ngota, le journaliste aussi. Mais il reste là parce qu'il est la main criminelle de Paul Biya. Et on n'a jamais pu ça. Et Paul Biya n'a jamais eu à pouvoir libérer, se débarrasser de ces gangsters. Regardez l'autre qui est revenu à Sadi. Mais Sadi est là depuis. René Sadi, c'est maintenant lui, le ministre de la communication au Cameroun. René Sadi, le ministre des journalistes. Mais René Sadi, les gens croient que c'est un nouveau. Mais René Sadi était au gouvernement avant même l'arrivée de Paul Biya. C'est-à-dire qu'il a travaillé avec Paul Biya. Quand Paul Biya était Premier ministre, c'est Aïdjo qui avait présenté René Sadi à Paul Biya quand Paul Biya était Premier ministre en 1975. Donc vous vous rendez compte, ces gens travaillent ensemble depuis 1975. Et quand Paul Biya arrive au pouvoir, Paul Biya le prend à la présidence de la République. Paul Biya le garde longtemps, puis l'envoie à l'administration territoriale. Le gars, il arrive au travail tous les jours, au plus tôt à 11 h. Après cela, il reçoit quelques gens, quelques petites futilités. Et à 12 h, il reçoit 2 dames et des amis. Ils mangent, ils finissent de manger et il dort jusqu'à 15 h. À 15 h, il se réveille. J'ai dit, viens dans son bureau. Et à 17 h, il est rentré. Et quand le scandale a éclaté, qu'il ne travaille pas parce que les dossiers s'empilent, Paul Biya le reprend, il le garde au palais. Maintenant, comme Issa Chiroma n'a plus de quoi parler, on prend René Sadi, on lui dit, va là-bas au ministère de la Communication. Toujours les mêmes. Bello Bouba, il est là depuis. C'est comme ça. Donc, tous les ceux-là qui tiennent Paul Biya ne peuvent pas être déplacés. Ils l'ont en main. Pourquoi? Parce qu'ils sont ses hommes de main. Donc, il envoie ces gens aller braquer les caisses de l'État, aller ruiner le Cameroun, ramenez-moi de l'argent, et moi je vous protège. La preuve, vous avez vu que nous avons eu à crier, nous avons beau crier. Le peuple et le monde entier a vu en Mondovision comment le Cameroun a été ridiculisé pour la fête de la Cannes. Et tout le monde a su que la task force était dirigée par Ngongo, à partir de la présidence, le secrétaire général. Et il était trempé dans le cambouis. Un homme de cette envergure n'aurait pas pu tenir une seule seconde. Tout le monde attendait à ce que sa tête soit coupée. Parce que les preuves étaient accablantes. D'autant plus qu'il était celui-là qui était le cerveau multitentaculaire de ce qu'on appelait le réseau des marchés de gré à gré à la présidence de la République. Mais vous vous rendez compte? Quelle image quand on dit que Ngongo, bandit de grand chemin, braqueur et auteur de l'hémorragie des caisses de l'État, au centre de la mafia, de plus de 2000 milliards détournés, voire 3000 milliards, qu'il soit plutôt promu ministre d'État, c'est quoi? C'est État voyou. Mais pour devenir ministre d'État, c'est État voyou. Puisque les 4 ministres d'État du Cameroun sont tous des voyous, tous sont des criminels.
que non. On prend le ministre des Sports, comme d'habitude, c'est-à-dire Ismaël Bidumpat, le beau-frère de Paul Biya. On le parte toujours à côté, on reprend l'autre, on le met à côté. Allez, changement de chaise. Bidumpat quitte le ministère des Sports, va au ministère de la Culture. C'était Tombo Kambi qui était au ministère de la Culture, quitte le ministère de la Culture pour aller au ministère des Sports. Voilà ce qu'on appelle un remaniement ministériel au Cameroun. Lorsque vous voyez toutes les gaffes qui ont été commises par Pierre Ismaël Bidumpat, est-ce que ce monsieur devrait encore exister? Lorsque vous constatez que Mwele Kambi, Mwele est un incompétent, bien qu'il brandisse comme un drapeau qu'il est professeur agrégé, mais c'est un incompétent notoire. Il est allé au ministère de la Culture, qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il prouvé au Cameroun pour devenir ministre? Voici la formule. Première des choses, vous volez. Vous donnez à Paul Biya. Vous êtes maintenu. Comme le Djoumessi. Djoumessi a bien été maintenu. Hein? Le ministre des Travaux, qui faisait le kilomètre de route à des milliards et tout, à 9 milliards. Mais il a été 9 kilomètres. Donc, il a été maintenu. Vous volez et vous êtes avec Biya. Deuxième chose, vous chantez des louanges. Vous faites du larbinisme. Vous vous aplatissez. Vous vous ridiculisez. Et il vous prend comme sa serpillière. Vous léchez ses bottes. Vous êtes son ministre à vie. C'est pour ça que vous allez voir que un type comme Mwele et Kambi, qui est actuellement au ministère de la Culture et qui part au ministère du Sport plutôt. Mais comment il a fait pour venir au gouvernement? Dès qu'il est allé à l'université, c'est lui qui a initié la lettre des intellectuels pour le maintien de Paul Biya. Il a dit tout le bien qu'il fallait sur Paul Biya. Paul Biya a dit, ah oui. C'est comme ça. C'est la même chose avec Famandongo. Il dit c'est mon créateur, sans lui, il n'y a rien. Et il est maintenu. C'est la même chose avec des gens comme Laurent Messot. C'est lui qui, même à l'université, il a demandé aux étudiants de cotiser 10 000 francs CFA pour soutenir Paul Biya. Donc, chaque fois, ça a toujours été le même scénario. Chaque fois, ça a toujours été les gens qui n'étaient pas là, qui étaient là plutôt, qui reviennent à chaque fois. Et en même temps, je signale quand même aussi que nous avons, certains me signalent que nous avons quelques petites difficultés techniques et qu'ils ne parviennent pas à suivre entièrement la communication. J'espère que avec les moyens que nous essayons de déployer, vous êtes de nouveau assez bien connectés. Si tel est le cas, nous pouvons encore continuer et revenir sur ceux qui ont raté quelques petits événements que j'étais en train de relater tantôt, à savoir par exemple que les ministres du gouvernement, ils font un cercle, ils partent, ils changent de place, mais ne sortent pas du cercle. C'est ça qui est étrange. Il n'y a pas de remaniement. On tourne, c'est le tourniquet. Et Paul Biya est l'épicentre. Paul Biya prend chacun comme un pion. Il place à gauche, il place à droite, il revient avec celui de la gauche, il revient avec celui de la droite,
Ainsi de suite. Avec ça, cette politique de changement de chaises, qu'allons-nous gagner avec? Où sont les résultats? Puisque je disais tantôt que pour être ministre, il suffit juste d'être un bon larbin. Ou même encore, dire que ceux qui ont été des opposants sont devenus ou bien sont recrutés directement à la mangeoire. Et c'est ce qui se passe depuis de très très longues dates. Aujourd'hui, tout le monde est en train de s'extasier. Tout le monde est en train de dire « Je suis abusé. Je suis dépité par la nomination de Maître Momo comme ministre délégué. » Mais non. Pourquoi est-ce qu'on devrait être abusé? On est déjà habitué. Et moi, quand j'ai vu cet homme qui faisait semblant d'être opposant, cet aboyeur public qui traînait sur tous les plateaux télé comme un chou en déshérence, et qui subitement il a commencé à devenir musicien, chanteur, auteur, compositeur, faisant des ballets, faisant des vidéos, enfin, voulais-je dire, des clips, marchant avec un ventre un peu grassouillet, avec des pieds un peu à l'envers, comme si c'était une femme enceinte de 12 mois. J'ai dit que cet homme n'était pas sincère, que son comportement clownesque était une preuve qu'il cherchait quelque chose. Il voulait se faire remarquer. Et c'est par là que Biya réussit toujours à recruter ses clowns. Puisque Momo, que j'appelle déjà, puisqu'on l'appelle Jean de Dieu Momo, il aurait mieux été préférable qu'on l'appelle Jean de Diable Momo. Mais la réalité, c'est qu'il n'est même pas un diable. Nous avons connu un artiste comme lui au Cameroun, pas son âme, qui était aussi Jean. C'était Jean-Michel Cancan, mais lui c'est Jean-Michel Cancan Momo. C'est rigolo, n'a rien à voir avec un politicien. Et là voilà que Paul Biya prend pour faire de lui un ministre délégué. Mais Paul Biya a toujours fait comme ça. Puisqu'il manquait un tchang pour aller amuser la galerie. Mais Paul Biya l'avait fait à l'époque avec Madame Founing. Madame Founing était là pour danser à gauche et à droite. Elle est devenue finalement maire. Elle était devenue la personnalité la plus importante du RDPC. Et Paul Biya était bien content de cette attitude. Farcesque, pittoresque. Et c'est ce rôle que Momo a repris. Maître Jean-Michel Cancan Momo. C'est ce qu'il a fait. Faire semblant de défendre le peuple. Et après, lui-même, c'est le chant des babines sur une cuisse de poulet ou d'os de poulet. Aussi gourmand qu'il paraît, il avait bien besoin de satisfaire sa panse qui était désespérément devenue vide. On le savait, on le sentait. Et il fleurait cette odeur de quelques autres du gouvernement qui peuvent traîner quelque part. Eh bien, comment est-ce qu'on peut attraper un porc? En jetant un morceau de manioc avec un peu de sel. Et hop, Momo a plongé. Momo n'est pas le premier. C'est comme ça que Paul Biya procède. Vous vous rappelez, à l'époque, Issa Chiroma fut un fervent, un grand opposant, voulais-je dire, à Paul Biya. Mais quand on le voyait à la télé, il n'y avait pas de sincérité. Mais en fait, il a retourné la veste parce qu'il avait faim ou bien il a retourné la gandoura. Vous vous rappelez quand même que le 6 avril, rendez-vous compte, le 6 avril 1984, Issa Chiroma fait un coup d'État. Il fait partie des putschistes qui veulent renverser Paul Biya. On l'arrête chez lui, à Douala, le 14 avril 1984. On le met dans un fourgon en le présentant au peuple camerounais comme le plus grand terroriste.
On va avec lui en prison. On l'isole dans un camp de concentration pendant 6 ans. Quand il ressort de là, le gars dit, mais maintenant il faut que je me fasse voir. Il prend les marches de l'opposition en 1991. Il se met devant. Tout le monde applaudissait. Issa Chiroma qui disait sur tous les plateaux télé que ce que Biya touche, même si c'est de l'or, se transforme en boue. Et on applaudissait. Et quand Issa Chiroma ne pouvait plus avoir l'argent de carburant, quand il ne pouvait plus manger, il est parti s'agenouiller devant le gouvernement. On lui a dit, bon, ok, maintenant tu vas dire que Paul Biya est devenu très beau. Résultat, Paul Biya fait de lui ministre de la communication en 1995. Non, c'était plutôt en 92. Issa Chiroma devient ministre en 92. C'est comme ça qu'il lance dans le gouvernement. Puisqu'après, c'est lui qui va remplacer d'ailleurs Famandongo au ministère de la Communication. Mais quand il entre au gouvernement, de la même façon, Biya, il va se mettre à lécher les potes de Biya. Et lui aussi va se transformer en grand voleur. Demandez à Issa Chiroma ce qu'il a fait des 40 milliards et demi de l'argent du crash du Boeing de 737-200 de la Cameroun Airlines. Ce Boeing s'est crashé. Le 3 décembre 1995, Issa Chiroma était ministre des Transports. La compagnie aérienne, la compagnie de maintien était sud-africaine. C'est elle qui devait assurer le maintien de l'appareil de la Cameroun Airlines. Et cette compagnie a versé à l'État du Cameroun 40 milliards et demi. Issa Chiroma, avec 2 ministres du gouvernement, ont détourné cet argent et ont fait qu'il atterrisse dans un compte de la Société Générale au 9e arrondissement de Paris. Je peux vous donner le nom de ce compte-là. Au nom de Issa Chiroma et ces ministres-là, ils se sont partagés cet argent, alors que cet argent était pour dédommager les familles des victimes. Il y avait eu, tout le monde était mort. Et il y a eu une seule femme qui a survécu. Et même cette femme était obligée de payer les soins avec son propre argent. Elle est partie voir Issa Chiroma. Issa Chiroma l'a jonglé, elle n'a jamais rien eu. Mais Biya l'a maintenu, alors que ça fait un gros scandale. Quand Biya a vu que bon, maintenant il ne pouvait pas continuer beaucoup avec Issa Chiroma, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parqué un peu Issa Chiroma. Ah non, en 1996, au remaniement, les gens ont applaudi, on a dit, Issa Chiroma est porté disparu. Il a mis à côté. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu avec le même Issa Chiroma. C'est comme ça que Biya vous jongle depuis. Un ministre part, on le parle que... Mesdames et messieurs, la première partie s'étant coupée, parce que je vous ai dit que nous avions quelques petites difficultés aujourd'hui, nous allons donc faire en plusieurs parties. Donc, c'est pour cela que je vous dis, dans quelques instants, nous allons encore engager la deuxième partie et qui va concerner, bien sûr, la suite du gouvernement, avec, déjà, attendez, de l'autre côté là, le technicien est en train de regarder. Je vous reviens, vous regardez, vous restez à l'écoute. Donc, je disais tantôt, parce qu'il y avait un autre moniteur qui était en train de donner, alors qu'il s'était arrêté de lui-même, mais c'est aussi ça les aléas du direct. J'espère que les grands sorciers qui sont en train de tout faire pour que je ne puisse pas parler ne vont pas bloquer l'autre machine. Et de toutes les façons, je suis décidé à aller au bout de mon topo, tout comme je vous promets que chaque fois qu'il y aura des événements, je ne manquerai jamais
à mon devoir de vous informer. Je ne manquerai jamais à mon devoir de prendre position. Je ne manquerai jamais à mon devoir de vous édifier, de vous éclairer, de vous donner les clés afin que vous connaissiez ce que ces gens vous cachent, ce que ces gens qui continuent à vous tourner en bourrique croient, par exemple, que vous êtes des moutons, alors que vous êtes des hommes. Je dois continuer mon travail d'éducateur et aussi de dénonciateur. C'est pour cela que je présente d'abord à tous ceux qui prennent tout ce temps pour pouvoir rester avec nous. Je leur présente toujours mes excuses lorsqu'il y a des inconvénients, mais sachant que cela ne vient pas de moi, mais des moyens techniques que j'essaye d'utiliser pour pouvoir vous édifier. Je parlais tantôt du ministre Issa Chiroma, qui donc aujourd'hui est devenu ministre de l'emploi. Y a-t-il un emploi qu'il va donner à des gens au Cameroun? Mais le seul emploi au Cameroun, c'est être ministre. Puisque tout le monde, les ministères sont déjà pleins. Comme j'ai dit, nous battons le record de 70, je dis bien 70 ministres qui ne servent à rien, dont l'incompétence est avérée et qui sont incapables de faire quoi que ce soit. Il y a des gens qui m'ont écrit, regardez, la nouvelle ministre, vraiment, il faut la laisser, celle qui vient de Banganté, elle travaille beaucoup. Madame Cortés, ça me fait rire. Qu'est-ce qu'elle travaille? Banganté a le TGV? Banganté a combien d'opéras? Banganté a des conservatoires? Banganté a quoi? Le seul remerciement et la seule compétence qu'elle a eue, c'est de bourrer les urnes, de voler les urnes, de partir avec. Après avoir eu à brandir Ségolène Royal comme un trophée, preuve du néocolonialisme, preuve du fait que c'est des gens qui sont même incapables de pouvoir rendre l'Afrique indépendante. Et c'est ça que vous appelez les ministres entrants, les ministres qu'il faut féliciter, les ministres qui travaillent. Allez voir ce qu'on appelle travailler dans une ville. Allez au Rwanda. Allez en île Maurice. Allez au Kenya. Allez au Ghana. Allez voir ce que ça veut dire être ministre ou ce que ça veut dire être maire. Vous me dites qu'elle sait travailler et tout et tout. Mais les ministres ne savent pas travailler, c'est une bande d'incompétents. La preuve, voilà une canne qui a été retirée. Mais personne n'a été sanctionné. Tout le monde a été promu. Et je peux déjà vous dire, c'est une certitude. Le Cameroun ne va pas organiser la CAN 2021. Puisque la logique dit que on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais la logique dit aussi, on remplace l'équipe qui perd. Donc une équipe qui perd a été reconduite. Mais c'est extraordinaire ce qui se passe au Cameroun. Donc, ils ont échoué pour l'organisation de la CAN. Et Paul lui a dit qu'il prend acte du glissement de la date. Mais ce glissement, voilà donc les Comores qui viennent de saisir le TAS, le tribunal arbitral du sport. Et ce tribunal arbitral du sport ne pourra pas laisser la CAF donner la CAN au Cameroun. Ce n'est pas possible. Et deuxième des choses, ça risque d'être beaucoup plus sérieux. Puisque les Comores posent leur requête sur le fait qu'il faut même disqualifier le Cameroun. Parce que les textes de la CAF que j'avais déjà eu à énumérer, c'est-à-dire que l'article 92 des statuts et règlements de la CAF dit que lorsque la CAF, le comité exécutif de la CAF,
vous retire la CAN, vous êtes disqualifié pour cette compétition et pour les 2 prochaines éditions, plus une amende d'1 million. Mais c'est la loi. Mais si Ahmad Ahmad, voulant faire des démarches politiciennes et politicardes, a voulu mettre Paul Biya dans la sauce en l'abominant, en lui disant que je fais un glissement de date et que je vais vous offrir la CAN 2021, cela ne se fait pas selon les règlements de la CAF, puisqu'il faudrait bien que le Cameroun puisse encore poser une autre candidature. Et il y aura des candidats. Et il faudrait qu'il y ait une évaluation. Comment est-ce qu'ils vont faire avec cette équipe d'incompétents? Et deuxième des choses, la requête des Comores devant l'audace. Mais les Comores risqueraient malheureusement avoir raison. Et le Cameroun risquerait de bel et bien être non seulement disqualifié pour la compétition 2019 parce qu'il faudrait de sérieux arguments pour que la CAF puisse continuer à maintenir le Cameroun, mais aussi il faudrait savoir que pour l'édition 2021 et même 2023, le Cameroun doit être disqualifié selon la loi, selon les textes. La loi, c'est la loi. Ce n'est pas comme les petites machineries que Paul Biya peut bricoler au quartier. Et sans pour autant oublier que Ahmad Ahmad, c'est un mandat. Et puis lui-même, il doit aller encore à l'élection. Ce qui signifie que ce qu'il dit maintenant n'est pas comme une parole biblique. Ça peut changer. Parce que lui-même, il doit aller à l'élection. Et ce n'est pas lui qui décide de quel ou tel pays qui doit organiser la CAN, parce que c'est le comité exécutif au vu des éléments qui seront présentés. Et la Côte d'Ivoire, qui a déjà aussi saisi l'OTAS, qui a dit c'est une décision qui est irrégulière, qui ne répond sur aucun critère, sur aucun fondement juridique, eh bien, la Côte d'Ivoire veut bien et va conserver sa CAN. De toute façon, la Côte d'Ivoire a jusqu'en décembre 2020. Puisque la CAF ne peut pas retirer la CAN à la Côte d'Ivoire avant toutes ces missions d'inspection. Entre temps, Paul Biya vous dit glissement. On va glisser, glisser, glisser. Jusqu'à l'abîme. Donc, quand vous voyez ces gens, la réalité, c'est qu'eux-mêmes ne croient plus. Vous voyez, ils entassent les ministres. Ils entassent les directeurs généraux. C'est quoi? C'est pour piller. C'est pour piller les caisses de l'État et s'en aller parce qu'ils savent que c'est la fin. Vous vous rendez compte? Un directeur d'une société au Cameroun touche plus que Donald Trump. Oui, Donald Trump, c'est 400 000 $ par an, le salaire. C'est-à-dire que c'est 18 millions par mois. Mais un ministre, pas même un ministre, un directeur, je reprends. Le directeur de Tradex touche 30 millions par mois. Le directeur de la Sonara touche 25 millions par mois. C'était Talba Mala. Le directeur de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, qui est le neveu de Paul Biya, il touche 25 millions par mois. Je vous dis que le président des États-Unis touche 18 millions. Le pays le plus puissant du monde. Mais un directeur du Cameroun, lui, il ne touche plus que ça. Cela veut dire que les gars, ils sont en train de faire un braquage pour s'en aller. Parce que c'est la fin des temps. Il y a la guerre anglophone dans les 2 régions anglophones. Il y a la guerre. La Damawa est actuellement totalement déstabilisée. L'Est est déstabilisé. L'extrême nord est déstabilisé. Mais il reste quoi? Ces gens sont comme des souris. C'est pour ça qu'ils se sont serrés. Parce qu'ils savent que le Cameroun est en train de couler comme le Titanic. Ils ne peuvent pas redresser le Cameroun. Il n'y aura jamais d'émergence en 2035. Un gouvernement qui veut l'émergence, première des choses, c'est d'abord les coupes budgétaires. C'est d'abord la réduction du train de vie de l'État. C'est la lutte contre la corruption avec la promotion de la bonne gouvernance.
Mais là, c'est la promotion de l'individualisme, c'est la promotion du népotisme, c'est la corruption de la gabégie, c'est la promotion de l'inertie. Et on va aller où avec ça? Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, ce Cameroun qu'ils ont mis à feu et à sang, en guerre, ce Cameroun est en train de péricliter. Ce Cameroun, on a demandé qu'il puisse négocier avec les séparatistes, mais ce régime a carrément refusé. Mais où allons-nous? Et je vous dis, attendons-nous, parce qu'il y a quelque chose qui vient d'arriver sur le plan de la géopolitique, avec l'arrivée des Américains au Gabon. Vous êtes au courant? Les panafricains et les Biamournais disent que c'est pour aller en République démocratique du Congo. Vous rêvez? Les Américains qui arrivent, les soldats américains qui sont arrivés, qui sont envoyés par Donald Trump actuellement au Gabon, 80 sont arrivés. Vous dites, oh non, ça ne nous concerne pas, c'est pour aller en République démocratique du Cameroun, République démocratique du Congo. Ça concerne toute l'Afrique centrale. Dictateur, votre temps a sonné. Et c'est pour cela qu'ils se dépêchent. Ils disent, qu'est-ce que les Américains viennent faire? Oui, mais vous savez très bien. D'ailleurs, selon le New York Times, le New York Times a aussi affirmé que l'Église catholique du Congo a bel et bien affirmé à travers ses observateurs que c'est Martin Fayulu qui a remporté l'élection présidentielle. Or, Kabila veut faire installer son dauphin. Certainement, il y aura, comme d'habitude, des manifestations, des tirs là-bas. Et qu'est-ce que les Américains vont faire? Les Américains vont sauter sur l'occasion. Parti. Monsieur, réveillez-vous. Ça ne va pas se passer comme ça. Que seulement c'est en RDC. Ça va nous atteindre. Je vais vous expliquer. Et ceux qui comprennent un peu la géopolitique peuvent aussi vous dire que c'est exactement comme ça que ça va procéder. C'est un premier contingent qui est arrivé. Ce premier contingent va sauter, bien évidemment, en RDC. Ils vont y rester longtemps. Et d'ailleurs, Donald Trump a bel et bien dit que quand ils viennent là, au Gabon, ce n'est pas pour partir demain ou après-demain. Donc après Kabila, c'est qui? Puisque Donald Trump a bel et bien demandé à Paul Biya de stabiliser les régions anglophones, il a demandé à Paul Biya de ne pas continuer à se représenter, mais il a continué à le faire. Donc la présence américaine actuellement au Gabon redessine la carte politique de l'Afrique centrale, où la France était installée, soutenait les dictateurs et pouvait renverser ceux qui ne pouvaient pas défendre ses intérêts n'importe comment. Puisque les accords de 1960 entre la France et les colonies ont fait de telle sorte que la France puisse avoir des bases militaires, une au Gabon, une à Dakar, une à Djibouti et l'autre à La Réunion. Mais celle du Gabon, ce n'était pas seulement pour le Gabon. Puisque depuis que cette base militaire a été installée en 1975, elle a dû intervenir combien de fois? Elle seule, alors qu'il n'y a qu'en tout et pour tout 450 militaires qui sont de façon permanente et tournent à 900 militaires selon le Quai d'Orsay. C'est le 6e bataillon français à l'étranger. Mais ils ont eu à intervenir dans 10 pays de la communauté des États de l'Afrique centrale, plus le Rwanda. Donc quand les Américains viennent au Gabon, c'est pour intervenir partout. Ils vont intervenir. Vous voulez savoir, c'est comme ça que l'armée française s'est installée.
au Gabon, et ils interviennent partout. La première fois qu'ils ont eu à intervenir, je crois que c'était en 1964, lorsqu'ils ont eu à réinstaller Léomba comme président du Gabon, alors qu'il a été victime d'un putsch. C'est-à-dire que la France est venue pour installer ses présidents, pour les soutenir, et en même temps, ceux qui ne sont pas d'accord avec la France les a dégagés. Depuis 1964 jusqu'à seulement 2013, la France a eu à intervenir combien de fois? 41 fois. Je ne compte pas les interventions de leurs mercenaires qu'on appelait Bob Denard pour renverser les chefs d'État. Et quand on dit aujourd'hui, pourquoi est-ce que les Américains vont intervenir en République démocratique du Congo, mais la France a dû intervenir plusieurs fois en République démocratique du Congo pour sauver Mobutu en 1997. C'est la France qui a sauvé Mobutu en 1997, lorsqu'il y a eu la révolution du Chabat. C'était une rébellion. C'est l'armée française qui a eu à intervenir. En 1998, ils ont appelé quoi? Ils ont appelé Opération Léopard pour aller sauver encore Mobutu, lorsqu'il y a eu les rebelles katangais. Donc chaque fois, c'est la France qui sauvait Mobutu. Au Tchad, c'était la même chose. De 68 à 72. Mais la France n'a fait que, entre Félix Maloum, entre Tel, Ngoukouni Wedey et Sénabré, a été soutenu par la France contre Ngoukouni Wedey. Et même Idriss Déby qui est là. Mais c'est l'armée française qui, chaque fois, l'a installé, l'a sauvé. Ils n'ont pas eu besoin de plusieurs effectifs. Hein. Mais au Togo, qui est parti intervenir là-bas pour Nyansibé et Adema? C'est la France qui a envoyé seulement 150 parachutistes. Hein. Ils ont débarqué là-bas et ils ont sauvé, alors que Nyansibé était déjà mal barré. Donc chaque fois qu'on a voulu déstabiliser un dictateur africain, la France a eu à intervenir. Mais chaque fois qu'un dictateur africain n'a plus arrangé, la France l'a balayé. Par exemple, vous connaissez le cas Bokassa. Ils ont balayé Bokassa. Et même ceux qui ne sont pas des dictateurs, vous connaissez par exemple en Côte d'Ivoire, la France a eu à intervenir combien de fois? En 1999 avec l'affaire Conan Bédier, après cela c'est en 2002, allez, c'est là où ils ont commencé l'opération Licorne. Opération Licorne 2004, allez hop, ils ont bombardé les aéronefs de l'armée ivoirienne, de Laurent Gbagbo, parce qu'ils voulaient déjà que Laurent Gbagbo parte. Et ils ont réussi à le faire. Puisque par la suite, ils vont installer Ouattara. C'est l'armée française qui va le faire. Qui va installer Ouattara. Donc, c'est comme ça. En envoyant, ils ont envoyé 4000 hommes. En disant que c'était des hommes qui devaient jouer interface entre les rebelles et l'armée régulière. Mais la suite, on la connaît. Quand on essaie de regarder, que ce soit en Libye et tout, l'armée française a eu un rôle prépondérant. Et maintenant, Donald Trump dit, il est temps que j'arrive en Afrique. Et ce n'est pas maintenant que l'armée américaine est là. Il faut savoir que c'est un problème, une carte géopolitique qui a été tracée depuis au moins une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années, et qu'aujourd'hui, Donald Trump ne fait que suivre, puisqu'il y a des intérêts énormes en Afrique. Et les gens, vous croyez que c'est 80 militaires seulement américains qui arrivent? Mais vous êtes à côté de la plaque. Les États-Unis sont en Afrique la seule base qu'ils détenaient, c'est à Djibouti. Et je peux vous dire que l'avenir de l'Afrique se joue à Djibouti. Parce qu'à Djibouti, Djibouti appartenait à la France. Et c'est là où les Américains sont venus également s'installer. Parce que pour la petite histoire, comme il y a beaucoup de professeurs de géopolitique en Afrique, sur les plateaux télé, mais n'expliquent jamais aux Africains ce qui se passe réellement contre eux ou pour eux. Je peux vous dire, il y a les zones d'intérêt. Il n'y a que deux zones d'intérêt. L'armée américaine est arrivée à Djibouti il y a seulement une dizaine d'années. Mais c'est la France qui était là-bas en 1862.
Et la France a installé sa base militaire à Djibouti en 1962, c'est-à-dire un siècle après. Djibouti est pourtant devenu indépendant en 1977. Mais c'est là-bas où il y a le plus gros contingent de l'armée française, c'est-à-dire le 5e bataillon. Ce n'est pas le Bima qu'on vous présente là en Afrique centrale. Hein. C'est-à-dire que les renforts qui viennent souvent, ça vient de Djibouti, où il y a 1700 éléments. Et c'est là-bas où vous avez, c'est pas, oui, certes, à Libreville, vous avez l'aéroport Lyomba, où ils sont installés, vous avez le camp de Gaulle, où il y a l'armée française, mais à Djibouti, ils sont dans ce qu'on appelle le plateau Lazak. Là-bas, il y a les chars, il y a les canons, et il y a 8 Mirages, il y a 7 hélicoptères, il y a 8 avions Mirage 2000. Et il y a 4 bâtiments de la marine. Donc, à partir de là, ils ont une influence énorme quand ils doivent venir intervenir en Afrique centrale. Ils partent de là. Et à partir de là, c'est cette influence-là que les Américains ont d'abord voulu anesthésier. Les Américains ont donc envoyé là-bas à Djibouti entre 4000 et 6000 marines. Donc il y a 6000 soldats américains à Djibouti. C'est en Afrique, hein? Djibouti, c'est un petit endroit comme ça qui n'a ni pétrole ni rien. C'est à peu près 270 000 km². C'est un petit endroit où toutes les grandes puissances sont actuellement installées pour guetter l'Afrique, qui a les matières premières. Oui, les Américains sont arrivés en disant, bon, ok, puisque les Français ont fait venir les Allemands, les Espagnols, les Italiens sont déjà aussi arrivés, les Américains sont donc arrivés. Ils se sont installés. Et ils sont installés là où on appelle le camp de Monnier. Et c'est là-bas où ils ont tous leurs drones. Les Reapers, 14 pour contrôler. Donc ils ont déjà commencé les interventions en Afrique. En allant en Tanzanie, en allant en Égypte, où ils bombardent les Chebabs, où ils sont contre Agni, contre ceci et contre cela. Et maintenant, ils ont dit qu'ils viennent en Afrique centrale, au cœur de l'Afrique centrale, s'installer au Gabon. Et en même temps, beaucoup de gens disent que, oh, c'est bon, que les Chinois, eux, ne nous veulent pas du mal, ils ne viennent pas pour la guerre. Mais vous êtes en train de vous tromper, que ce soit les Chinois ou les Japonais, tout le monde est actuellement en Afrique. Les Japonais ont construit leur première base navale à Djibouti. Ils viennent de la construire. Il y a seulement, c'était en 2011, qu'ils ont construit une base navale. Les Chinois sont arrivés, ont déjà construit leur base militaire à Djibouti. Ils ont lancé la construction en 2016 à Djibouti. Et même les Russes sont venus à Djibouti pour tenter, mais ils ont été refoulés par les Américains en 2015. Mais ils veulent repartir. Entre-temps, les Chinois ont déjà acheté presque tout le port de Djibouti. Et c'est là où passent et les armes et 4 millions de barils de pétrole africain. C'est le 4e endroit, le plus important du monde, où passe le pétrole. Donc maintenant, quand ils viennent en Afrique centrale, c'est pour contrer encore la France. Puisqu'aujourd'hui, la France, les Américains ont chassé pratiquement la France à Djibouti. La France n'a presque plus d'influence. Total, qui était à Djibouti, a été obligé de déménager. Puisque Total a été condamné dans un procès pour pollution en 2014. Et Air France, qui était aussi à Djibouti, a presque déménagé. Même pas presque, ils ont déménagé, ils ont maintenant une seule desserte par semaine. Pour vous dire que je vous amène à Djibouti avant de vous ramener en Afrique centrale. Cela veut dire que les Américains ont commencé à prendre la partie la plus importante. Cette fois-ci, ils viennent donc en Afrique centrale pour battre les cartes politiques. Et ce n'est pas la France ou Omar Bongo ou Ali Bongo, ou plutôt Ali Bongo, qui peuvent empêcher quoi que ce soit. Voilà donc ce qui se joue comme véritable stratégie, comme véritable enjeu. Là, ils sont actuellement installés.
que ce soit Biya, que ce soit Déby, que ce soit les Condé, que ce soit tel, eux tous, ils doivent actuellement se mettre au pas, comme les Kabila. Ils vont agir. Ce n'est pas les 80 militaires que vous avez vus là. Non, c'est pour vous dire que il y a 6000 qui sont à Djibouti. Et d'autres qui vont bientôt arriver pour s'installer au niveau de Libreville. Au même endroit où ils sont, c'est-à-dire qu'ils seront côte à côte avec les militaires français pour les contrôler. Et voilà donc les nouveaux enjeux. Je devrais donc dire que face à une telle situation, qu'est-ce que les dirigeants africains ont pensé? Ils ont donné plutôt le fouet aux autres pour se faire battre. Si nous n'avions pas organisé nos propres guerres, si nous n'avions pas organisé nos propres déstabilisations, est-ce que les Américains, est-ce que les autres puissances seraient en train de venir intervenir dans nos conflits? Parce que nos dirigeants passent leur temps à monter les Africains contre les Africains, à voler et à créer des guerres. C'est par là que naissent le terrorisme, que naissent les rébellions, et c'est par cette occasion que les grandes puissances profitent pour venir s'installer en disant que c'est la lutte contre le terrorisme. Et quand il y a lutte contre le terrorisme, en même temps qu'il doit payer, c'est le continent africain. Et quand on dit continent africain, c'est vous, c'est moi, c'est nos enfants, pour des générations et des générations. Nous croyons être libres. On nous a donné des indépendances, mais nous ne sommes plus indépendants. Nous sommes désormais donc sous contrôle. Nous sommes surveillés. Le gendarme du monde est déjà arrivé. Donald Trump ne rigole pas et ça va barder. Donc, à une certaine période, lorsqu'un continent, lui, est incapable de pouvoir s'auto-alimenter, peut-il se défendre? Nous n'avons rien. Nous n'avons pas d'armée. Nous n'avons même pas de quoi manger, alors parce que nous sommes incapables de pouvoir produire ce que nous-mêmes nous devons consommer. Cette guerre a commencé. C'est d'abord la guerre. Il y a une guerre alimentaire, une guerre géopolitique. Je vais terminer avec un sujet que j'aurais pu peut-être aborder dès le départ, qui me tient beaucoup à cœur, à savoir l'affaire des denrées alimentaires, qui nous viennent donc de Chine, qui nous viennent d'Europe, à cause des APE que nous avons signés, que Paul Biya a signé, parce que moi je ne les ai jamais signés, ni vous. C'est lui qui a signé ça. Et aujourd'hui, je suis en train d'être surpris que parce que la Ligue des consommateurs du Cameroun et un homme politique se sont levés pour dire que le riz chinois était de mauvaise qualité, même si on dit que c'était en plastique et tout, ce n'est pas loin de l'être. Eh bien, le ministre du Commerce est le premier à se lever pour dire ce riz-là est de bonne qualité. Voilà donc l'irresponsabilité des dirigeants africains. La première chose, quand tu peux dire que ce riz est de bonne qualité parce qu'il se base sur les papiers, c'est une honte. Quand on signale, quand une ligue des consommateurs soupçonne un produit, qu'est-ce qu'on fait? Le ministre lui-même demande au procureur de la République une intervention. Le procureur de la République serait parti à cet endroit saisir les stocks de riz pour que les services d'hygiène, les analyses de laboratoire puissent être faits et qu'on détermine si ce riz est de bonne qualité. Puisqu'il y a bien, tout le monde le sait, il y a des riz
qui peuvent être reformulés d'une certaine façon. Et d'ailleurs, vous, ceux qui sont en France, connaissent la lutte de Beauvais et de tous ceux qui ont toujours combattu les OGM. Pourquoi est-ce que les Chinois ne vendent pas le riz qu'ils cultivent au Cameroun aux Camerounais? Pourquoi est-ce qu'ils prennent ça pour aller avec chez eux et revenir avec le riz de chez eux pour donner aux Camerounais? Je vois des intellectuels qui disent on ne peut pas fabriquer le riz avec du plastique et tout et tout et tout. C'est bien beau de le dire, mais il y a d'autres substances qui peuvent y aller. On peut fabriquer y compris du poisson et tout et tout. On peut le nourrir d'une certaine façon. On peut aussi avoir de très mauvais riz. Moi, j'ai eu à causer avec ceux-là qui sont beaucoup plus élevés sur le domaine des recherches et qui m'ont dit oui, il y a du riz de mauvaise qualité. Et je suis prêt à aider ceux qui ont été traduits au tribunal par le ministre du Commerce qui a reçu de l'argent. Oui, il a reçu de l'argent. Des importateurs. Il a reçu de l'argent. Donc, c'est un corrompu. Comment est-ce qu'il peut être assis dans le bureau et il convoque une réunion? Quand on vous dit qu'un riz est de mauvaise qualité, le ministre est le premier à descendre sur le terrain avec des équipes de gendarmerie, le procureur de la République. On saisit le stock. On appelle ça le délit. Le code du délit. Mais quelqu'un vient dans ton bureau et te présente les papiers. Tous les papiers, on sait qu'au Cameroun, même le doctorat, tu peux l'obtenir en bordure de rue. L'acte de naissance se signe même dans une chambre. Est-ce un papier qui certifie qu'un riz est de bonne qualité? Il aurait fallu qu'on vienne démontrer, après avoir saisi les stocks, qu'on dise donc que nous avons fait passer tous ces stocks en laboratoire. On a laissé des jours couler. C'est-à-dire que peut-être même le stock qui est querellé, le stock qui a été testé par la Ligue de la défense des consommateurs, ce stock-là est déjà caché ou a été détruit. Et puis quelqu'un vient dans votre bureau, il vous amadoue, il ferme les portes, vous êtes à huis clos, il a une grosse enveloppe, il vous donne ça, vous venez devant la télé, les radios pour dire le poisson est de bonne qualité, le riz est de bonne qualité, tout ce qui est importé de bonne qualité, alors qu'on sait très bien que le poulet qui arrive au Cameroun, c'est parfois des choses périmées, le lait est périmé, mais l'huile de palme, on a vu les vidéos où les gens prennent de l'huile de palme importée, leurs lèvres gonflent comme ça. Et le ministre dit que tout ça est de bonne qualité, parce qu'il y a des papiers qui certifient cela. Il a quel laboratoire pour le dire? Voilà donc comment est-ce que nous fonctionnons. Voilà donc des faussaires qu'on maintient au gouvernement. Voilà donc des affairistes, des hommes corrompus, qui tous profitent de cette dictature pour ruiner le pauvre peuple, pour tuer les populations inoffensives, pour piller. Non. Ceux qui disent que les Américains viennent faire quoi en Afrique? Mais qu'est-ce que vous voulez? Puisque nos dirigeants nous tuent, plus que les Américains. Nos dirigeants nous tuent, plus que la communauté internationale. Et si aujourd'hui on continue dans nos guerres, on demande à un chef d'État africain, comme Paul Biya, négocie avec tes frères anglophones, il dit donc ce sont les terroristes. On demande à tel autre, mais on ne va pas laisser ce qui s'est passé au Rwanda. La France a laissé ça au Rwanda en 1993 jusqu'à la mort d'Abiyarimana et puis il y a eu le génocide en 1994. On sait ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, c'est un génocide qui est en train de se passer au Cameroun et qu'il faut bien arrêter. S'il y a incapable de l'arrêter, eh bien, il y aura l'intervention des Américains. Ça, soyez-en sûrs. Ils ne vont pas laisser. Il y aura intervention. Si les dictateurs africains continuent à bourrer les urnes, continuent à bloquer les individus, à bloquer la démocratie, à mettre les journalistes en prison,
à tuer les populations. Mais sachez que il y aura toujours ce qu'on appelle l'intervention de la communauté internationale. Moi, je n'ai jamais été d'accord pour des interventions. Mais est-ce que nous allons aussi continuer à accepter que parce que nous avons des dirigeants qui se disent panafricains, qui se disent avoir été élus, qui peuvent modifier les constitutions, qui peuvent fusiller qui ils veulent, est-ce que nous allons continuer à accepter comme ça que chaque dirigeant africain fasse 50 ans en prison, 50 ans au pouvoir, et que le peuple africain, tous les jeunes, soient obligés de s'enfuir, de fuir les guerres, de fuir la famine, de fuir le chômage, et de venir mourir dans la Méditerranée? Est-ce que nous allons continuer à accepter que en Afrique, toutes nos matières premières soient liquidées parce que uniquement un individu voudrait rester au pouvoir avec sa clique, avec son clan? Est-ce que nous allons continuer à accepter que nos dirigeants pillent, volent, viennent cacher leur argent en Suisse, dans les banques de France, partout dans le monde et dans les paradis fiscaux, et qu'on nous dise que c'est normal qu'ils le fassent parce que si jamais quelqu'un d'autre parle, on va le bombarder, on va le tuer? Est-ce que nous allons continuer à accepter que Kabila, qui le 18 janvier 2018 a envoyé ses militaires aller fusiller des innocents qui faisaient une marche pacifique, la marche des laïcs, avec juste les armes de la paix en main, des chapelets et la Bible? Ils demandent qu'on aille tirer sur eux, qu'on tue les bébés, qu'on aille dans une maternité, mettre les bombes lacrymogènes. Et vous demandez que la communauté internationale ne doit jamais intervenir. Est-ce que nous allons accepter que les mêmes individus, lorsqu'il y a une manifestation, fassent sortir l'armée, qui se mettent à tuer, à tirer à balles réelles, et en toute innocence, et en toute impunité? Non, nous ne pouvons plus continuer à l'accepter. Donald Trump, le 20 septembre 2017, avait déjà lancé un avertissement aux dirigeants africains devant les Nations Unies. Il avait dit, je cite, « Les oppresseurs ne sont pas éternels et il arrivera un moment où le peuple aura un choix, où la communauté internationale pourra intervenir. » Il a dit, il est en train de le faire. Merci de m'avoir écouté, malgré quelques aléas. À bientôt.